Oui, bonjour. Merci de votre invitation. En fait, sur chaque opportunité découle un besoin en formation. Donc, je souhaitais pouvoir insister sur ces opportunités. Hier, on était sur un autre colloque sur l'immobilier de loisirs avec les banquiers qui étaient présents, la Caisse des dépôts et un certain nombre de banques, qui soulignaient aussi que la montagnité était un vrai relais de croissance. Donc, c'était bon de l'entendre de la part des banquiers. Et on rebondit là-dessus. Rapidement, ce qui nous semble intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que sur la montagne-été, c'est-à-dire printemps, été, automne, on est sur les 3 saisons hors neige. On a aujourd'hui des expériences réussies qui démontrent que le marché sur cette forme de tourisme est en pleine croissance. Il est en pleine croissance à la fois parce qu'on a des chiffres qui sortent, qui nous démontrent qu'on a un vrai levier d'emploi à travers ces produits touristiques, mais aussi parce qu'on a des acteurs économiques qui aujourd'hui investissent massivement. C'est le cas d'un certain nombre d'entreprises. Je pourrais notamment citer Michelin qui décide aussi d'investir sur ce sujet-là et avec qui on engage un certain nombre de collaborations. Alors, plusieurs choses. Pourquoi c'est intéressant ? Le tourisme itinérant, on s'aperçoit qu'environ 50% des clients de l'itinérance viennent sur les ailes de saison. C'est important parce qu'on ne cesse de se plaindre de rétrécissement de la saison touristique. On a là un vrai levier de croissance. On a quelques chiffres sur des itinéraires sur lesquels on travaille, sur la route des Grandes Alpes, sur les chemins du Soleil, le GR5. C'est une dimension des données qui sont transversales à toutes les formes d'itinérance. 50% des clientèles viennent sur les ailes de saison. Et en plus, ça ne mange pas les vacances estivales, puisque sur les ailes de saison, les clients viennent davantage en couple, entre amis, en club, et non pas sur des vacances familiales. Par ailleurs, on s'aperçoit aussi, sur le deuxième point, c'est que les hébergements marchands sont les grands gagnants du tourisme itinérant. On avait jusqu'à présent souvent l'idée que le tourisme itinérant, un peu dans les années 70, le backpacker qui part, qui a sa tente, bref, qui ne consomme rien. C'est absolument l'inverse que l'on constate sur le tourisme itinérant. Ils profitent des hébergements parce que les hébergements ont changé de nature. Et pour ceux qui n'ont pas encore changé de nature, l'enjeu, il est aussi là, sur ce point-là. C'est-à-dire que l'hébergement, ce n'est plus que le lieu où on vient se reposer, dormir. C'est le lieu de ressources, c'est le lieu où on prend de l'information, c'est le lieu où on construit la suite de son voyage. C'est le lieu où on se reconnecte avec sa communauté, sa famille, ses amis. Ce sont des lieux absolument essentiels. C'est la clé de réussite de tout produit en itinérance. Mais la clé de réussite, c'est la qualification de service. C'est là-dessus que nous insistons et sur laquelle on souhaite aussi travailler en matière de formation et notamment en didacticiel. C'est que la qualification de service, c'est l'élément différenciant. Si on arrive sur une étape qui est assez moyenne, et ça va bien au-delà, pour refaire le lien avec le colloque d'hier, ça va bien au-delà de la rénovation, de la réhabilitation de l'immobilier de loisirs, c'est aller sur le service plus. Si on n'a pas un Wi-Fi performant, si on n'a pas un accueil qui est à la hauteur en langue étrangère pour accueillir ses clientèles, si on n'a pas tous les services qui sont aujourd'hui demandés par ces clients extrêmement exigeants et qui ont aussi un bon pouvoir d'achat, on ne répondra pas à leurs attentes et économiquement, bien évidemment, on ne s'y retrouvera pas. Donc on a aussi des besoins en matière de formation sur ce sujet-là. Le troisième point, c'est que les itinéraires, les grands itinéraires, on en a beaucoup en France. On maîtrise, pour ma part, je maîtrise ceux des Alpes, mais on en a beaucoup en France. Et ça fait partie de la coopération intermassive, puisque avec les différents commissariats, sous une impulsion forte du commissariat massif des Alpes, tous les massifs ont inscrit dans leur priorité l'itinérance. Tous les massifs ont également un contrat de destination dans lequel l'itinérance est l'un des piliers. Sur ces produits-là, les grands itinéraires sont une destination à part entière. C'est une destination à part entière. Quand on décide d'aller faire Compostelle, on sait tous que c'est bien l'itinéraire qui constitue la destination. On a la même chose sur l'ensemble des itinéraires. On s'en aperçoit, nous, sur la route des Grandes Alpes, sur le GR5 et sur d'autres. Par ailleurs, quand on dit que c'est la destination, c'est qu'on a donc des durées de séjour qui sont longs, qui sont de plus d'une semaine, voire jusqu'à une vingtaine de jours sur le GR5. Donc ce sont des longs temps passés sur ces itinéraires avec une consommation qui crée de l'économie. Et par ailleurs, une des caractéristiques de ces clientèles-là, c'est que ce sont des clientèles collectionneuses. Une fois que j'ai fait Compostelle, je vais faire le GR5, et puis je vais faire le GR20, et j'irai peut-être faire un trek sur la route de la soie. Mais je suis collectionneur. C'est la même chose chez les clientèles cyclistes, c'est la même chose chez les clientèles motardes. Ce sont des collectionneurs. Ça veut dire que dans notre coopération, dans nos modes de promotion touristique, en France ou à l'étranger,
Quand on travaille avec les autres grands itinéraires, on sait que les clientèles, si elles sont passées chez nous, vont aller chez d'autres, mais si elles sont chez les autres, elles vont aussi venir chez nous. Donc il y a des modes de promotion qui doivent se mettre en place pour promouvoir la France et nos territoires de massif à partir de coopérations nouvelles. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître les clientèles pour que les hébergements soient les étapes comme on souhaite l'avoir, c'est-à-dire des étapes d'excellence qui, encore une fois, au-delà du hard, et on a un fort besoin de réhabilitation de notre immobilier. Mais les hôteliers, les gérants de camping, les gérants de gîtes, etc., ils doivent absolument connaître ces clientèles. Là aussi, la matière, on l'a, les données, on l'a. On sait ce qu'attend le cycliste allemand, le motard néerlandais, ce qu'attend le marcheur britannique. Ce sont des informations que l'on a, qu'on doit pouvoir mettre à disposition et créer des formations avec des données accessibles d'un point de vue numérique et avec un vrai déroulé pédagogique pour que les hébergeurs qui sont la clé de réussite de ces produits-là puissent eux-mêmes se former aux langues, à l'accueil de ces clientèles. On sait très bien qu'un client allemand ne réserve pas de la même façon qu'un client britannique. Il n'attend pas le même type de produit, packagé, pas packagé. Ils n'attendent pas les mêmes services sur place, portage de bagages ou pas, etc. Ces données-là, une fois de plus, on les a, on a besoin de les mettre en musique pour créer de véritables formations. Alors, hop, voilà. Tout ça pourquoi? Certes, on n'est pas sur un tourisme de masse, mais on est sur des clientèles additionnelles. Dans une période de crise, c'est une niche, et plus qu'une niche aujourd'hui, sur laquelle on a vraiment besoin de travailler. Un client itinérant, il dépense 15 à 20% d'un client en séjour. C'est assez simple. Quand on est en séjour sur une semaine au même endroit, on a une négociation sur le prix à l'unité, sur le repas, etc. On a un effet de masse. Le client itinérant, chaque jour, il est dans un lieu différent. Donc chaque jour, il paye le plein tarif. Mais ce qui est important, c'est qu'il a aussi des besoins qui lui sont spécifiques. Il a besoin de matériel supplémentaire, il a besoin de se reconnecter, il a besoin de laver ses vêtements, il a besoin d'un conseil spécifique à un moment donné. Ce qui fait qu'on arrive sur des dépenses, nous les avons analysées sur le territoire alpin, mais jusqu'à par exemple 147 € par jour sur un itinéraire connu internationalement et beaucoup des Asiatiques, les routes de la lavande. Un client cycliste qui est sur la route des Grandes Alpes, il dépense 89 € par jour. Au niveau national, un itinérant cycliste, il est à une dépense journalière moyenne de 60 €. Le territoire Savoie-Mont-Blanc a fait une étude sur ses clientèles cyclistes sur son territoire. Elles sont à 75 € par jour. Mais un itinérant sur la route des Grandes Alpes, il est à 89 € par jour. Donc on est sur des dépenses qui sont importantes et un marché qui est en croissance. Donc on a là, une fois de plus, un levier de croissance et facteur d'attractivité. Ce qui est important aussi, c'est qu'on s'aperçoit que sur les itinéraires alpins, on a 50% en moyenne de clientèle internationale. Quand on a monté le contrat de destination voyage dans les Alpes, dont la vocation est de faire du business, c'est-à-dire participer au rayonnement de la France à l'étranger et attirer des clientèles internationales sur notre territoire, on a fait une analyse de tous les chiffres qu'on avait, les données sur le poids de la clientèle internationale dans les Alpes l'été. On est arrivé à une moyenne de 15% de clientèle internationale sur les Alpes l'été, ce qui est extrêmement faible. Sur la montagne hiver, on est à 34% en moyenne, on monte jusqu'à 50% sur certaines stations. Quand on regarde sur les grands itinéraires, on est à 50% de clientèle internationale. Ça veut dire qu'avec des produits tête de gondole, des produits phares, on arrive à attirer des clientèles. Donc c'est aussi un outil pour consolider la montagne 4 saisons. Et je terminerai... Alors, hop, j'appuie... Voilà. Je terminerai sur deux choses. C'est-à-dire que là, la première partie, c'était les besoins en formation, faire connaître ce marché, porter à connaissance véritablement les clientèles, leurs attentes, leurs besoins et créer des formations. Et ensuite, il y a les enjeux du numérique en tant que tel sur lesquels il faut qu'on forme également l'ensemble des prestataires sur nos territoires de massif. Quel est l'usage du numérique aujourd'hui? Quels sont les enjeux du numérique? Les former à ces enjeux, à la connaissance de ces enjeux, mais également pouvoir les anticiper, ça veut dire aussi des besoins de formation. Quelque chose sur lequel on est très faible et sur lequel d'autres opérateurs en France sont très bons, en France et à l'étranger, c'est ce qu'on peut appeler le big data ou le smart data, c'est l'hyper-personnalisation aujourd'hui du parcours client. Pourquoi c'est important? Parce que sur le tourisme itinérant, ce que veulent les clientèles, c'est l'aventure unique, je pars accompagné de personnes, je vis un truc absolument extraordinaire en montagne, j'invente mon voyage. Sauf que on s'aperçoit qu'en réalité, ils veulent construire la totalité de leur parcours, avoir toutes les informations
connaître la météo, savoir exactement quel type d'hébergement ils vont avoir, quel est le service, est-ce que lorsqu'ils sont au 3e jour, ils vont pouvoir avoir pour une étape du portage de bagages, est-ce qu'un guide va les accompagner sur une partie peut-être plus dangereuse du parcours à pied, est-ce qu'ils vont avoir de la location de vélo à un endroit, est-ce que lorsqu'ils vont louer un vélo électrique, ils vont faire 3 jours, ils vont pouvoir le rendre sans savoir eux-mêmes à le remonter, etc. Ces données-là montrent un vrai paradoxe de la part des clientèles, le besoin de wild, quoi, vraiment partir et se dire que son aventure elle est unique, aidée par personne, et à l'inverse, un besoin de la réservation jusqu'à la fin du voyage, d'être complètement accompagné dans tout le parcours client. Donc tout ça nécessite évidemment d'avoir des outils, de connaissances, de pouvoir récolter des données, les analyser et d'accompagner effectivement le parcours client. L'autre chose sur laquelle on n'est pas bon et qu'il faut absolument qu'on avance, c'est la partie sur la vente, sur la commercialisation. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, le conseiller innovation d'Hillary Clinton vient de sortir un bouquin, je ne sais pas s'il est traduit en français, en tout cas il est accessible en anglais. Il cite un certain nombre de choses d'innovation à 10 ou 15 ans dans le monde. Et pour la France, à un moment donné, il dit la France, elle ne s'est pas commercialisée. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire sur la commercialisation, globalement, on n'est pas très bon. On sait qu'on a beaucoup de modifications, ce que les spécialistes du marketing appellent la disruption ou les ruptures. J'en cite quelques-uns. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on voit apparaître sur l'itinérance aujourd'hui des sociétés qui se montent entièrement pour commercialiser l'itinérance. Aujourd'hui, on a des opérateurs de vente d'hébergement, hébergement sec, Google ou d'autres, Booking, ou d'autres. Aujourd'hui, l'itinérance étant un vrai marché, des opérateurs se montent là-dessus. Quand on veut vendre, quand on veut faire, par exemple, je reprends la route des Grandes Alpes, si vous prenez Compostelle, il faut appeler les hébergements un à un. Aujourd'hui, c'est impossible. Tout le monde réserve ses vacances sur Internet. C'est plus possible de devoir appeler un à un. C'est-à-dire qu'on fait Compostelle, on fait la route des Grandes Alpes ou la Loire à vélo, puis au bout du 3e jour, on est 5 et on s'aperçoit qu'on n'a aucun hébergement à l'étape. Il faut reprendre à zéro. Ça, c'est pas possible. C'est juste le b.a.-ba que d'avoir un outil de commercialisation qui soit performant. On est en train d'en monter un dans les Alpes sur les produits d'itinérance et notamment dans le cadre du contrat de destination voyage dans les Alpes. On l'expérimente et il sera vraiment ouvert au public l'année prochaine. Ça, ce sont des éléments qui sont absolument essentiels. On parle tous de l'ubérisation. Ce qui est encore plus important, c'est qu'on est sur un changement de modèle. Sur ces domaines-là, on passe aujourd'hui de la propriété à l'usage. C'est-à-dire que le problème des plus jeunes générations, c'est pas la propriété, c'est pas d'acheter son bien et de partir en vacances. C'est tout ce qui concerne la location. Aujourd'hui, Internet amplifie ce phénomène-là. C'est la location, c'est Airbnb, c'est l'autopartage, c'est le vélo qu'on va pouvoir prendre juste le temps de son voyage, etc. De la propriété à l'usage. C'est vraiment la caractéristique principale. Et si on n'intègre pas ce paradigme, on n'arrivera pas non plus à innover. Et tout ça, c'est du besoin de connaissances, du besoin de formation. Et dans nos territoires de massif, on sait à quel point il est important de permettre de donner accès à des gens qui ont des difficultés à rejoindre des grands centres administratifs pour des questions de météo, pour des questions simplement de trajet en montagne. Donc c'est en cela qu'on espère bien, et on y collabore, et notamment dans le groupe tourisme, d'apporter des propositions de formation de la façon dont on peut les construire dès cette année dans le cadre de l'Université numérique de la montagne. Voilà, merci. Oui, simplement sur les chiffres, on a une petite publication qui se trouve aussi sur notre site GTA Move Your Alps.